À mon tour de remercier les organisateurs de m'avoir invité à traiter ce sujet. Donc on se demande, est-ce que finalement, la rage, faut-il encore s'inquiéter au Maroc? Parce qu'on a eu toute une polémique. Et la question, est-ce que la rage est de mauvais pronostic? Oui, mais finalement, est-ce qu'on est exposé? Est-ce qu'on a des cas? Quand faire la vaccination? Donc là, on va essayer de répondre à cette question. Donc la rage dans le monde, c'est 59 000 décès par an, et essentiellement donc chez nous en Asie et en Afrique. Et le Maroc, vu tous les événements, donc c'est inscrit dans l'objectif 2030 de Zero by 30, c'est-à-dire 0 cas de rage au Maroc. Donc là, on est encore loin de ces chiffres-là. Donc pour dire qu'on a éradiqué la rage, il faut qu'il y ait 0 cas pendant au moins 2 ans pour pouvoir être certifié. Donc l'ambition nationale, c'est cette élimination complète de la rage avant 2030, pour passer de la lutte, qui n'est pas nouvelle. Comme vous le savez, la lutte a commencé contre la rage depuis les années 80. Donc on a eu au début la lutte contre les chiens errants, puis les campagnes de vaccination des humains, puis les campagnes de vaccination des animaux, puis il y a eu des phases de relâchement, où on a eu une augmentation du nombre de cas, puis voilà, donc c'est vraiment un cycle où on a une diminution, puis une augmentation du nombre de cas. Donc ce serait bien en 2025 de savoir où est-ce qu'on en est, et surtout qu'on va quand même recevoir la Coupe du Monde en 2030, donc ça serait bien qu'on ait 0 cas de rage d'ici là. Mais la problématique de la rage, c'est qu'il y a une lutte contre les animaux. Donc on se dit, comment est-ce qu'on peut éradiquer cette maladie qui est mortelle sans atteindre le bien-être des animaux? Parce qu'on est passé à, on tue les animaux errants au fusil, on les capture, on les envenime, etc. Et on a eu beaucoup de polémiques par rapport aux droits des animaux qui, au final, ont le droit de vivre. Mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Donc, faut-il s'inquiéter? Donc, déjà, en été, on a eu toute une polémique. Donc, déjà, ce touriste britannique qui était mort. Il y a eu des cas qui ont été déclarés. La perception, nous, aux urgences, qu'on avait de plus en plus de cas. Et il y avait eu un appel, donc via les médias, etc., de nos amis casablancais qui avaient reçu des cas de rage. Et des cas de rage qui étaient assez atypiques. Donc, on n'était pas dans le cas de la morsure du chien, etc. On était dans des griffures de chat. On était dans des morsures de chat. Donc là, on s'est dit, ok, la rage, c'est pas qu'une maladie qui est due à la morsure du chien qui fait peur, mais finalement, ces petits chatons qu'on nourrit tous à côté de nos maisons peuvent aussi nous transmettre la rage. Donc chez l'animal au Maroc, donc on est encore en zootique depuis plusieurs décennies. Et on a une répartition qui est variable sur tout le Maroc, mais avec quelques zones rurales qui sont plus touchées. Donc le chien, c'est le vecteur principal et le réservoir principal qui est donc responsable de toutes les contaminations. Et on a les vaches, enfin les bovins, c'est les premières victimes des morsures de chiens. Et il faut savoir aussi que les vaches peuvent transmettre la rage aussi. Donc c'est surtout une maladie rurale. Donc il y a dernièrement 400 cas de rage animale qui ont été donc déclarés, toutes espèces confondues, et avec une prépondérance des milieux ruraux. Qu'en est-il chez nous, donc au Maroc, chez les humains? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 100 000 morsures sont déclarées, ou griffures sont déclarées par an. Alors comment est-ce qu'on le sait? C'est les chiffres des BMH où les gens viennent pour faire la prophylaxie. C'est probablement sous-déclaré, parce qu'on a tous été griffés, mordus, qu'on est parti nulle part, qu'on a désinfecté, et alhamdoulilah, il ne s'est rien passé parce qu'on est tous encore là, mais c'est les 100 000 qui ont été déclarés. Donc qu'en est-il? Qu'est-ce que montrent les statistiques? Ce qui montre, c'est qu'on avait jusque-là une moyenne d'environ 18 à 20 cas de rage déclarés au Royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2024? On a eu une augmentation de plus de 30% des cas déclarés. Et c'est quelque chose qu'on a ressenti, on va le voir tout à l'heure, mais au niveau de l'hôpital d'enfants de Rabat. Mais la problématique chez les pédiatres, c'est quoi? C'est nos enfants sont la population la plus exposée. Sont les enfants téméraires, sont les gens qui n'ont pas peur des animaux, c'est les gens qui vont jouer avec des animaux qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que c'est les plus grandes victimes et qui représentent la tranche la plus représentée. Alors, concernant la répartition par région, donc nos amis marrakechis sont les champions suivis de Casa et de Rabat, mais moi je pense que c'est plus une question de déclaration. C'est-à-dire que nous, peut-être qu'ils arrivent chez nous dans les grands hôpitaux, peut-être qu'ils arrivent, qu'ils sont déclarés, peut-être qu'il y a des rages, des enfants qui meurent dans les régions rurales, et c'est probablement sous-déclaré. Et contrairement à toute attente, alors nous, on a toujours su, 99%, c'est les chiens, c'est les chiens, c'est les chiens. Ben là, on voit une recrudescence des cas de rage qui sont transmis par les chats.
Et là, je m'arrête un moment sur la polémique des chats. Alors, les chats, ils sont mignons, on leur donne à manger, et maintenant, depuis 2-3 ans, qu'est-ce qu'on voit ? On marche dans la rue et on voit des petits pots avec de la nourriture pour chats, parce qu'ils sont mignons et qu'on n'a pas envie qu'ils meurent. Mais finalement, ces chats-là peuvent transmettre la rage. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont inoffensifs. On est moins à l'aise à aller nourrir un chien parce qu'on a peur. Les chats aussi peuvent griffer. Moi-même, j'ai été mordue par un chat que j'ai essayé de nourrir. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu. La prophylaxie, je l'ai vécu. C'est très désagréable. Donc, il faut vraiment réglementer tout ça. Alors, chez nous, à l'hôpital, en 2024, donc toujours de manière inexpliquée, donc on avait 1, 2, 3 cas par an. Donc, ce cas-là, donc on a eu environ 6 cas en 2024 de rage. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on avait une prépondérance de rage urbaine. C'est-à-dire c'est des enfants qui ont été mordus ou griffés dans notre ville, soit à Rabat, soit à Kénitra, donc ils sont envoyés par nos amis de Kénitra. C'est vraiment des enfants qui viennent de la région urbaine, avec un âge médian de 10 ans. Alors comment est-ce que se transmet la rage ? Donc elle provient de la rage sauvage, qui est le réservoir, puis donc elle a été transmise à des animaux, donc c'est la rage domestique qui finalement donc, va nous transmettre, nous, parce qu'on n'est pas en contact avec les renards, etc., qui sont en forêt, donc c'est le contact de la salive d'un animal infecté avec une effraction cutanée. Donc tout ce qui va entraîner une effraction cutanée, que ce soit la morsure, que ce soit une griffure, doit donc être en contact avec une salive. Donc lors de la morsure, pourquoi est-ce qu'on a plus de cas transmis par les chiens ? Parce que tout simplement, les chiens mordent dans leur comportement, et plus on mord, plus il y a un contact de la salive, parce que les glandes salivaires sont là, plus ça rentre profondément dans le muscle, et plus on rentre profondément dans le muscle, on infiltre rapidement les nerfs, puis on va voir comment est-ce que ce virus va se propager le long du corps, ou par une griffure, c'est-à-dire une griffure ancienne ou la griffure du chat, le contact avec le léchage, par exemple, on peut avoir une petite griffure qu'on ne voit pas, et on se fait lécher par un chat, et là, on peut, malgré ça, avoir la rage. Alors, la transmission interhumaine est exceptionnellissime, elle a été décrite dans quelques cas de transplantation d'organes ou de tissus. Et la transmission par des aérosols, c'est surtout, donc c'est les gens qui font la recherche, c'est les gens qui font des recherches sur la rage dans les labos spécialisés. La vache, elle transmet. Par le même mécanisme, c'est-à-dire que tu peux avoir... Il y a des vaches qui mordent, la morsure ou le léchage. C'est-à-dire si tu as une effraction cutanée, la vache peut te lécher et te transmettre la rage. Mais comme vous l'avez vu, la flèche, elle est plus. C'est quand même des quantités qui sont... C'est pas la même chose parce qu'il n'est pas dans l'habitude de la vache de mordre. Non, pas la viande. Voilà, donc le léchage, c'est-à-dire le contact plus l'élevage de la vache. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que le virus est à l'intérieur du corps ? Donc, on le sait tous, c'est un trajet rétrograde, donc le muscle, les nerfs, moelle épinière au cerveau. Puis, il y a une distribution au niveau des glandes salivaires. Et c'est à un moment-là qu'on devient contagieux, que ce soit l'animal ou l'homme. Et c'est là où il y a le maximum de virus. Donc on peut l'avoir aussi dans les yeux, dans les muqueuses. Et on peut avoir une atteinte myocardite qui peut donner, donc qui explique finalement ce pronostic qui est sombre. Donc que se passe-t-il ? Donc on a une incubation qui dure de 20 jours à 3 mois, parfois plus, avec une période prodromique de 2 à 10 jours. Alors cette période, c'est là où on ne sait pas trop. Douleur, paresthésie, on ne sait pas, parfois quand la morsure passe inaperçue, qu'on ne sait pas. Donc là, on est plus dans tout ce qui est neuropathie périphérique, etc. Et on a 2 grandes formes. Donc la forme qui est la plus connue et la plus fréquente, c'est la rage furieuse. On va avoir des troubles du comportement, donc des épisodes d'hallucination et d'agitation, puis une accalmie. Et plus on va avancer dans le temps, plus les phases d'accalmie vont devenir courtes. On a une hyperesthésie cutanée et sensorielle. Donc c'est là où on voit l'enfant quand il vient. Il faut éteindre la lumière, il a une hypersensibilité à la lumière, au bruit et au toucher. On a une dysautonomie neurovégétative. C'est là où on a donc la fièvre, les sueurs, les signes de dysautonomie, donc hypotension, etc. L'atteinte du tronc cérébral. Donc là, quand on arrive à ce stade-là, c'est de très mauvais pronostics. Donc on peut avoir une paralysie faciale, des troubles de déglutition, une hypercialorée, l'hydrophobie, qui est caractéristique de la rage. Et bien sûr, ça évolue vers un coma, puis vers la mort, très rapidement. La rage paralytique, elle est de diagnostic plus difficile parce que finalement, elle fait un tableau de Guillain-Barré initialement, de paralysie donc ascendante, puis des troubles sphinctériens avec une atteinte bulbaire, puis le coma et le décès. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 100% de décès. C'est-à-dire qu'il y a eu des essais, etc., aux États-Unis, des traitements, etc., mais finalement, ils finissent
par décédé. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, si on reçoit un cas de rage? Donc déjà, il faut penser au diagnostic. Parfois, la morsure, elle peut être lointaine, donc l'interrogatoire, parfois, on ne la retrouve pas. Donc, c'est un syndrome de neurologique aigu d'encéphalite avec donc la notion d'exposition à un animal enragé. Alors, les prélèvements biologiques, donc on a les prélèvements post-mortem. Donc là, ce n'est pas nous, mais les antémortem, quand on a des cas de rage, il faut les faire pour confirmer. Donc la salive, le LCR, on recherche donc l'ARN viral par PCR. Il faut multiplier les prélèvements. On peut aussi faire une biopsie cutanée pour les antigènes viraux par immunofluorescence. Et au niveau du sang, on peut retrouver des anticorps antirabiques. Et bien sûr, le diagnostic, c'est le prélèvement post-mortel. Alors, pour avoir une meilleure sensibilité, il faut au moins 3 prélèvements salivaires et idéalement couplés à une biopsie cutanée. Par contre, quand on fait ces prélèvements-là, il faut vraiment être bien équipé. Donc, on ne s'amuse pas, on peut avoir des projections au niveau des muqueuses, etc. Il faut mettre dans un triple emballage avec étiquette risque biologique, tout désinfecter après. Tous les professionnels doivent recevoir une prophylaxie s'ils n'ont pas été protégés parce que ça peut être grave, bien que la transmission interhumaine soit rare, il vaut mieux être précautionneux. Alors, comment est-ce que le Maroc a géré la prévention de la rage? Je pense que le concept y est, je pense que l'effort y est. Donc, comment est-ce que on a 3 volets? Donc, on a la prophylaxie post-exposition, donc qui nous concerne nous en tant que soignants, qu'on va détailler. On a la vaccination massive des chiens qu'on observe, et on a la sensibilisation et l'engagement communautaire. Alors, la prophylaxie post-exposition, c'est l'intervention médicale immédiate après exposition à la rage. Elle doit être effectuée immédiatement. Et plus cette prophylaxie est faite de manière correcte et rapide, on peut avoir une efficacité de 100%. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été mordu par un animal enragé ne va pas développer la rage s'il a fait toutes les étapes. Donc là, je venais de discuter avec mon ami docteur Hitcho sur des frères qu'elle nous a envoyés. Donc on avait deux frères. Il y en a un qui a été mordu, vraiment une vraie morsure, etc., qui a eu la prophylaxie parce que la morsure était profonde. Donc nettoyage, prophylaxie, etc. Le second frère, c'était une égratignure. Donc ils n'ont pas jugé qu'il fallait faire la prophylaxie. Donc finalement, vous devinez lequel des deux est décédé. C'est celui qui n'a pas eu la prophylaxie, qui avait une lésion initiale qui était petite. Donc il ne faut pas sous-estimer voilà, l'importance de la prophylaxie. Alors la vaccination massive des chiens, pour stériliser, il faut avoir au moins 70% de la population canine. Donc la difficulté, c'est quoi? C'est de pouvoir approcher le nombre de chiens. C'est-à-dire qu'il faut limiter l'accouplement, etc. Donc il faut non seulement les vacciner, mais les stériliser. Et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire pour rompre les cycles de transmission et les réductions des cas humains. Et bien sûr, la sensibilisation et l'engagement communautaire, donc information des soignants et de la population, c'est-à-dire savoir quand on est exposé, au moins la première étape, et on va voir l'importance du lavage initial, la sensibilisation et bien sûr la possession responsable des animaux domestiques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lésiner sur le fait de vacciner les chiens domestiques. On ne se dit pas mon chien il reste à la maison, je le balade avec une laisse, il ne risque rien. Même les chiens et les chats qui sont chez nous, il faut les vacciner chaque année. Donc je vous rappelle que le vaccin des chiens c'est 3 doses plus une dose annuelle. Alors ça c'est ce que nos amis qui sont dans les centres de santé et dans les hôpitaux utilisent donc pour évaluer le risque. Alors c'est la prophylaxie post-exposition à la rage. Donc dès qu'on a une suspicion donc de morsure ou de griffure, ou qu'on a un doute, il faut vraiment, je trouve que ce tableau-là, ce diagramme est très très bien fait. Donc on l'analyse à 2 niveaux. Donc le premier niveau, c'est l'analyse de l'animal mordeur, et le deuxième, c'est de l'homme mordu. Donc déjà, si on est mordu par un chien domestique, on voit son carnet de santé, il est vacciné, end of story. Pas de souci, on nettoie, pas de prophylaxie. Si l'animal est inconnu, on considère qu'il a la rage jusqu'à preuve du contraire. On ne se dit pas, parce qu'il peut transmettre alors qu'il est encore dans la phase asymptomatique. Donc on ne se dit pas, il a l'air calme, etc., il n'est pas enragé, c'est pas grave. Non, il faut normalement, idéalement, appeler les gens du BMH, le capturer et le surveiller. Et il y a l'autre volet, c'est donc celui de l'homme mordu. Donc là, on va voir. Quand on va évaluer la blessure, on va évaluer est-ce que c'est profond, est-ce que c'est superficiel, pour pouvoir évaluer le risque.
Et à partir de ce moment-là, on va décider. Est-ce que, pas de prophylaxie, c'est-à-dire on va juste nettoyer. Est-ce qu'on donne que le vaccin, que le schéma vaccinal? Est-ce qu'on donne une immunoglobuline plus le schéma vaccinal? Alors, on a plusieurs cas de figure. Donc là, je m'arrête pour le lavage de la plaie. Est-ce que vous avez déjà été exposé? Non. Est-ce que vous avez déjà essayé de laver pendant 15 minutes? C'est très difficile, mais il faut insister. C'est-à-dire 15 minutes, c'est long. C'est-à-dire que mettre de l'eau et du savon, on se dit, bon, 15 minutes, c'est long. Donc, il faut vraiment insister sur les 15 minutes. C'est de l'eau, vraiment de l'eau, avec de l'eau savonneuse, parce que le savon donc, altère la capsule lipidique du virus. Donc, c'est très important. Donc, c'est une phase qui est très importante. On a reçu des enfants qui avaient commencé la prophylaxie, mais finalement qui sont décédés au milieu de la prophylaxie antirabique. Pourquoi? Parce que le lavage n'a pas été fait. C'est-à-dire que s'il y a un virus qui a pénétré, il a bien pénétré. C'est-à-dire que là, on réduit, on essaie d'éliminer le maximum la charge virale en nettoyant la plaie, donc par un antiseptique. Puis ensuite, quand on finit le nettoyage, là, on met de l'alcool ou de la polyvidone iodée. Alors, est-ce qu'on suture? Jamais. Est-ce que c'est une condition? Je ne sais pas si nos amis chirurgiens, qu'en pensez-vous? On peut suturer s'il y a une plaie qui est grave, c'est-à-dire on a une plaie qui est importante, etc. Sous réserve d'avoir mis la sérothérapie avant. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien nettoyer. Une fois qu'on a infiltré la sérothérapie, on peut suturer. Si on est, par exemple, dans un endroit où on n'a pas encore accès à la sérothérapie, le malade est en train de saigner, il peut mourir, ou si c'est une suture à risque, il faut garder les sutures larges de manière à pouvoir infiltrer à travers la plaie la sérothérapie. Donc, de prime abord, si les sutures ne sont pas indispensables, qu'il n'y a pas de risque hémorragique, etc., on ne suture pas avant d'avoir mis la sérothérapie. Donc, à partir de ce moment-là, on va évaluer le risque. Donc, on a lavé. Qu'est-ce qu'on fait? On voit. Est-ce qu'on va stadifier? Est-ce que c'est un grade 1, grade 2, grade 3? Alors, grade 1, c'est quoi? C'est le contact simple, léchage sur peau intacte. Ça, c'est les enfants qui jouent, etc. Et ils jouent avec des chiens, ils se font lécher. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nettoyage. Le grade 2, c'est le mordillage de la peau nue. Donc, c'est les griffures ou égratignures superficielles sans saignement. Donc, si c'est un patient qui est non immunisé, donc on donne notre vaccination. Donc, je vous rappelle que le schéma a changé. On n'est plus dans le J0, J7, J21. Là, c'est encore plus laborieux. C'est J0, J3, J7, J14 et J28. C'est embêtant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. S'il est déjà immunisé, alors dans quel cas est-ce qu'on peut être déjà immunisé? C'est les personnels de labo qui ont reçu une prophylaxie, ou c'est des enfants qui sont tout le temps morts, tout le temps ceux qui sortent dans la rue. Donc parfois, ils ont déjà eu une vaccination antérieure. Donc si c'est moins de 3 mois, donc pas de vaccination ni de sérum. Si c'est plus de 3 mois, on fait une vaccination, donc J0, J3, puis pas de sérum. S'il n'est pas immunisé, voilà, non saignante, mordillage sans saignement. Alors si on est dans le grade 3, là on rigole moins. Le grade 3, mais il ne faut pas sous-estimer les grades 2 qui n'ont pas bénéficié de prophylaxie. C'est-à-dire même ceux-là, il faut bien évaluer le risque. Le grade 3, en général, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce c'est tellement impressionnant, la plaie est tellement impressionnante qu'ils consultent et qu'ils font la prophylaxie, qu'ils font tous les soins nécessaires. Donc là, bien sûr, on va vers la sérothérapie, la vaccination et le lavage des plaies de 15 minutes. Alors, quand est-ce qu'on discute les immunoglobulines? Alors, si vous recevez, par exemple, un enfant 15 jours après la morsure, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, donc on tolère une fenêtre de 8 jours après la morsure pour la sérothérapie. Et bien sûr, on n'oublie pas la prophylaxie antitétanique. Est-ce que c'est infecté, etc. Est-ce qu'on a besoin de donner une antibiothérapie? Donc, finalement, pour rester dans les temps. Alors, je vous rappelle juste le 28 septembre. C'est la journée mondiale contre la rage. Alors cette journée, ce n'est pas juste une journée pour nous, c'est une journée où ils organisent même des campagnes de sensibilisation, des campagnes de vaccination dans les campagnes, des campagnes de sensibilisation de la population générale. Alors je parle du One Health, c'est la priorité, donc une santé, 0 décès, de la prophylaxie post-exposition, donc s'il vous plaît, le plus tôt possible. Je vais juste m'arrêter sur un point. Alors si vous recevez un enfant tardivement, qui n'a pas reçu de prophylaxie, vous n'allez pas lui dire « va mourir chez toi ».
c'est-à-dire qu'on ne donne pas la sérothérapie, mais la vaccination est toujours de mise, quel que soit le délai, c'est-à-dire qu'on lui donne sa chance, on y va jusqu'au bout. J'insiste sur donc, le nettoyage de la plaie efficace et d'expliquer aux parents que c'est important de respecter tous les vaccins. On ne s'arrête pas au bout du 3e, on ne s'arrête pas au bout du 4e, il faut faire tout le schéma vaccinal pour être efficace. Le contrôle des chiens errants, donc il y a une stratégie nationale du capture, stérilisation, vaccination et relâche. Alors cette stratégie, on a eu des subventions de plus de 260 millions de dirhams pour créer des centres vétérinaires où ils prennent soin de ces chiens-là, c'est-à-dire qu'ils les prennent, ils les stérilisent, ils les vaccinent, ils les suivent. C'est les chiens que vous allez voir dans la rue si vous regardez, ces chiens qui ont des tags au niveau des oreilles. Donc là, si vous voyez le tag, ça veut dire qu'il est vacciné et stérilisé. Donc pour nous, il faut identifier les centres de vaccination antirabique, c'est-à-dire qu'on vous appelle mon fils en tant que pédiatre. Le site du ministère de la Santé, il y a, donc dans la page de la DELM, il y a tous les centres de santé. Parce qu'avant, c'était qu'au niveau du BMH. Donc maintenant, ils ont distribué, c'est-à-dire que ce n'est plus que le BMH, c'est aussi dans des centres de proximité où la vaccination antirabique, c'est-à-dire qu'on fait le maximum pour que les gens puissent avoir accès à cette vaccination-là. Et bien sûr, toujours information, éducation, sensibilisation, le lavage des plaies, quelle que soit leur nature. Donc, pour répondre à votre question, M. Hida, un cas de rage est un cas de trop. Faut-il encore s'inquiéter? Donc, une maladie qui est 100% mortelle et 100% évitable. Donc, voilà pourquoi la rage doit toujours nous inquiéter. Un seul cas nous inquiète suffisamment. Je vous remercie. Voilà, mise à jour de la vaccination antitétanique, elle est obligatoire devant toute plaie. Donc il faut voir le carnet de santé pour voir le dernier vaccin, quand est-ce qu'il a été reçu. Et dans le doute, bien sûr, il faut vacciner. Merci beaucoup. Ouh, oh là là. Non. J'ai peur. Je te félicite, tu as fait un excellent exposé didactique, très pédagogique. Merci. Moi, je me souviens, un samedi soir, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, qui était mon ancien président d'université, qui m'appelle, il était à Fqay Ben Salh, il a été mordu. Et pour trouver le centre pour le vaccin, pour le prendre en charge, ce n'était pas évident. Et donc, j'espère que les choses vont être de plus en plus structurées. Les choses, tu les as présentées avec beaucoup de facilité, mais sur le terrain, c'est vrai, ce n'est pas ton problème, mais c'est le problème des gens qui devraient organiser les choses. Il faut absolument... Bon, ça a été rappelé, la vaccination antitétanique. La vaccination antitétanique, ça a été rappelé, il ne faut pas l'oublier, c'est sûr et certain. Et puis les schémas, moi je suis souvent sollicité par mes amis pédiatres qui me sollicitent. J'ai un enfant mordu, il y a des messages que je reçois à 10 heures du soir, à n'importe quelle heure, mais il y a des soucis toujours de prise en charge, la disponibilité de vaccins ou etc. Et puis, bon, il faut parler qu'on adopte essentiellement le schéma de Zagreb, oui, qui est plus facile. Il y en a qui font G0 x 2, G7. Il y en a qui font G0, G7, G21. Et merci à Hida d'avoir introduit ces thématiques qui devient un vrai problème de santé chez nous. Merci. Monsieur Bouskaraoui, je voudrais juste partager avec vous. Alors avant, le BMH, c'était 24 heures sur 24. Alors maintenant, c'est en heure ouvrable, c'est 8 heures. Non. Maintenant, c'est 8 heures, 18 heures. C'est le Fqay Ben Salh, c'est le Hada, ma tlqaïch 8 heures, 18 heures. Donc il faut se faire mordre en jour ouvrable à 10 heures du matin pour être sûr de trouver le vaccin. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, le sujet reste toujours intéressant, donc il faut être très éveillé. Je suis obligé d'arrêter, je suis désolé, c'est Mohamed. Donc, voilà, agis. Normalement, idéalement, dans les 24 heures. Un tel...